Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme qui s'appelle En connaissance de cause. L'idée, elle est née avec le drame de Liana il n'y a pas si longtemps. Ça a été un déclencheur pour moi, pour mes deux invités et pour des millions de gens. Et donc je vous ai demandé à toutes les deux pour ce premier épisode de m'accompagner et je suis très heureux parce que le sujet est archi délicat. Avec moi, Stéphanie Jaroux, tu es journaliste de formation. Oui. Aujourd'hui, coach en art oratoire. Mais tu es aussi une femme qui connaît le terrain de l'enfance, car tu as animé des ateliers auprès d'enfants en situation de handicap. Et tu as cofondé un café associatif pour les familles. Oui. Bonjour Delphine. Bonjour Cyril. Ça va ? Ouais, ça va. Alors les gens, vous prenez 30 secondes pour vous dire « dis donc, elles se ressemblent vachement ces deux-là Ouais. ». En effet, c'est un hasard du calendrier. Il se trouve qu'elles sont sœurs jumelles. Et il se trouve, Delphine, qu'au-delà de ce statut de sœurs jumelles, tu es aussi une experte dans tout ce qui touche aux violences faites aux enfants. Et c'est le sujet de cet épisode. Donc déjà, merci d'être là pour ce premier. Merci de m'inviter. Tu es psychologue clinicienne de formation. Oui. Diplômée de l'école de psychologue praticien, formée aussi à la criminologie appliquée à l'expertise mentale. Oui, c'est vrai. Depuis 25 ans, Oui. donc tu formes, tu supervises et tu accompagnes des professionnels Oui. partout en France. Oui. Protection de l'enfance, aide sociale à l'enfance, travailleurs sociaux, éducateurs, cadres de collectivités territoriales. Oui, c'est ça. Ok. Donc on peut dire que tu connais le système de l'intérieur. Oui. Ce que je trouve intéressant quand on a préparé cette affaire, c'est qu'aujourd'hui tu dis pas seulement il faut plus de lois ou il faut punir plus fort. Tu poses d'autres questions, notamment pourquoi est-ce qu'on intervient souvent si tard ? Comment on apprend à entendre un enfant, pourquoi certains parlent et pourquoi certains ne parlent jamais. Et avec cette question, on va dire globale pour cet épisode, ce premier épisode, c'est comment un enfant vit la violence, comment les adultes ratent les signaux et comment réparer le système si c'est possible. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre pour pouvoir parler et agir en connaissance de cause. Tu te présentes souvent parce que tu n'es pas, c'est-à-dire je ne suis pas avocate, je ne suis pas magistrate, je ne suis pas non plus une association. Ouais. Et tu dis souvent, moi je suis en amont. Alors ton métier, c'est quoi exactement ? Mon métier, c'est de former des professionnels qui vont rencontrer des familles en difficulté dans le cadre de la protection de l'enfance, entre autres. On va faire vraiment un focus là-dessus parce que j'ai d'autres cordes à mon arc, mais c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Donc, je forme, je supervise et j'accompagne. Moi, je suis psychoclinicienne, mais je me suis totalement spécialisée dans la formation auprès des professionnels des départements. Voilà. Juste donc, pour dire, quand tu supervises les équipes ou les professionnels, tu peux juste peut-être préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire leur permettre de prendre de la distance sur des situations qui sont particulièrement complexes pour aider les professionnels à y voir un peu plus clair, avoir des clés de lecture et puis à prendre soin d'eux. Parce qu'en fait, mon métier consiste à prendre soin, et quand je dis prendre soin, c'est une affaire très sérieuse pour moi, de professionnels qui prennent soin des enfants qui vont mal, qui prennent soin des enfants placés. Ces gens-là, ils ont besoin d'être formés, donc c'est la formation professionnelle continue, mais ils ont aussi besoin d'espaces qu'on appelle réflexifs, qui leur permettent d'exposer un cas particulièrement difficile, qui les a peut-être aussi remués dans leurs émotions. Ils sont quand même fort impactés par des situations extrêmement parfois graves, et donc je suis là pour prendre soin d'eux aussi. Alors, explique-nous le parcours comme si on n'y connaissait rien, ce qui est un petit peu mon cas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on aperçoit quelque chose qui fait peur ? On perçoit un enfant, un problème, souvent à l'école. Oui. Ça commence là. C'est quoi le circuit dans les 24-48 heures qui arrivent ? Alors, dans les 24-48 heures, peut-être que ça prend un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, quand une école, une crèche, ça peut même commencer dès la crèche, repère qu'un enfant peut-être est en situation de danger ou de risque, en tout cas, est inquiet pour cet enfant-là, il peut faire une information préoccupante. Une IP. Voilà, une IP. C'est quoi ? C'est un document qui est envoyé à quelqu'un. Voilà. Alors, ce document-là, il est envoyé au département. Dans chaque département aujourd'hui en France, quasiment, on a une cellule d'information et de recueil d'informations préoccupantes. La CRIP. La CRIP qui reçoit les IP. Voilà, la CRIP reçoit les IP, les qualifie, reçoit beaucoup d'informations, qualifie en informations préoccupantes si elle estime que ça en relève, et puis ensuite, pour le faire très très simplement, elle adresse ça aux professionnels de terrain qui ont 3 mois pour évaluer la situation.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rencontrer les parents, rencontrer l'enfant, parfois seul, quand il est en capacité de pouvoir, mener un entretien sans la présence de ses parents, rencontrer les partenaires, les écoles, les crèches, pour répondre à 2 questions, pour être très simple, qui est: est-ce que cet enfant-là est en situation de danger, de risque de danger, au sein même de son domicile, pas que, mais majoritairement là, et de quoi il a besoin en fait pour être protégé. Donc cette IP de départ, elle va donner lieu à plusieurs autres actes professionnels, des rencontres, des échanges, ce qu'on appelle une visite à domicile, la VAD, où on rencontre son lieu de vie, où on voit où il évolue, les interactions éventuellement qu'il a avec ses frères et sœurs s'il en a, et puis tout cela va donner lieu à l'écriture d'un rapport, qui va être adressé à nouveau à la CRIP. Le retour à la CRIP. Donc voilà. Là, on a eu l'école, l'IP envoyé à la CRIP, qui envoie à des professionnels qui vont faire leur enquête dans les 3 mois. Alors, évaluation. Évaluation, j'insiste, parce que l'enquête, c'est un mot qui appartient au judiciaire. Oui. Là, je suis dans l'administratif. Le département est une collectivité territoriale, c'est une administration. Et donc, j'ai toujours à cœur aussi d'utiliser les bons mots, et c'est hyper important parce que l'évaluation, c'est pas une enquête. Nous, les professionnels, ne mènent pas un interrogatoire comme, par exemple, les OPJ quand il y a une enquête pénale. OPJ, si tu peux. Officier de police judiciaire. Ouais. Quand eux, ils mènent une enquête, donc ils mènent un interrogatoire, etc. Nous, le département, lui, il mène une évaluation. Donc, il mène des entretiens. Le but du jeu n'est pas la preuve. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans un des décrets de la loi de 2016, l'évaluation n'a pas pour but la véracité des faits allégués. Alors, ça peut paraître un peu flou, mais c'est pas le métier des professionnels que de répondre est-ce que c'est vrai, c'est faux, est-ce qu'on a prouvé? Non, on a à évaluer si l'enfant est en situation de risque ou de danger. Autrement dit, on a à tenir compte de ses besoins à lui, l'enfant. Voilà. Alors bien souvent, hélas, les évaluations, elles sont menées de façon concomitante avec les enquêtes au pénal, parce que, et par rapport au sujet qui a, fait effraction dans les médias, vous voyez bien que souvent il y a une enquête pénale qui soit commence, soit est en parallèle d'une évaluation qui est menée par le département. C'est pas simple pour les familles de s'y repérer. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas parce qu'il y a un classement sans suite qu'un enfant n'est pas en danger ou en risque. Je tiens à le souligner. Et c'est pas parce qu'il y a un classement sans suite que rien ne s'est passé. Il y a parfois un classement sans suite parce qu'on n'a pas réussi à prouver. Voilà. Et alors attends, donc ça va à la CRIP, à nouveau, la CRIP voit le dossier et se dit ça c'est vraiment préoccupant. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Alors la CRIP, elle peut prendre une décision judiciaire. D'accord. Donc transmettre le rapport pour une décision judiciaire, c'est-à-dire le transmettre au procureur de la République, au parquet, au substitut des mineurs. Alors après, si on considère que l'enfant est en danger au sens d'un article de loi, qui est l'article 375 du Code civil, qui évoque le danger avéré. Si on estime qu'il est en danger avéré, alors un juge va entrer dans la boucle. On sort du département et on va avoir affaire à un juge des enfants. Voilà. Et donc, le juge des enfants, souvent, il audience les parents. Il peut audiencer le mineur seul. C'est une obligation légale depuis 2022. Et c'est d'ailleurs très bien. Les mineurs qui sont entendus seuls aussi, alors en fonction de leur degré de maturité, forcément. Oui, parce que c'est à partir de quel âge ? Les textes prévoient cette notion qui est un peu floue et en même temps qui nous enferme pas de son degré de maturité intellectuelle, affectif, voilà. Donc c'est en fonction un peu de la connaissance qu'on a de l'enfant. Un enfant peut être mature autour de 6-7 ans et puis peut-être faut pas oublier aussi qu'on intègre les enfants en situation de handicap. Donc on peut avoir des enfants qui sont non-verbaux. Voilà. Bref, c'est pour ça qu'il n'y a pas de âge qui est donné dans la loi, mais une notion qui nous permet d'appréhender en fait au cas par cas le degré de maturité de l'enfant. Donc là, on a un juge des enfants qui est dans la boucle et on peut avoir aussi conjointement, en fonction du danger qui est porté à la connaissance du département et du magistrat, une enquête au pénal. Notamment en matière de violence sexuelle,
sur mineur, c'est à la fois un danger pour le mineur, je pense que tout le monde en conviendra, et en même temps, c'est aussi une infraction pénale. Donc du coup, on a plusieurs interlocuteurs dans la boucle. On a à la fois le département, l'école, la crèche, voilà, au départ qu'a repéré, peut-être des signes de mal-être, des préoccupations, qui fait son IP, qui porte l'IP à la connaissance du département qui fait son évaluation, et puis à la fin, s'il y a danger, il y a d'autres interlocuteurs, en tout cas il y a un décideur, un magistrat qui est dans la boucle, plus peut-être autre chose, c'est-à-dire l'enquête pénale. Imaginons que l'enfant soit en danger chez lui. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci, une mesure d'urgence qui est mise en place? Ça s'appelle une OPP, une ordonnance de placement provisoire. Donc effectivement, l'OPP, elle peut, s'exécuter sur un délai extrêmement court, qui peut être 24 heures. Donc c'est ce qu'on appelle une mise à l'abri. L'enfant, dans la journée même, ou les 24 heures qui suivent, ou les 48 heures, il est placé. Parce que qui dit OPP dit placement. Voilà, il est placé soit en famille d'accueil. Bon, aujourd'hui, on manque beaucoup de place, donc souvent les enfants vont être placés dans un premier temps dans des foyers d'accueil d'urgence. Voilà. Et qui c'est qui décide de ce placement? C'est le procureur. D'accord. Et ensuite c'est le JE. Juge des enfants. Mais donc ça peut prendre déjà un temps fou entre le moment où on repère qu'un enfant est harcelé, même violemment, et c'est quoi, 3, 4 mois, 6 mois? L'évaluation, elle est sur 3 mois. Après, quand les professionnels estiment que l'enfant est confronté à un danger grave et immédiat, les choses se font relativement vite. Mais on a beaucoup de dossiers, donc oui, parfois ça prend plus de temps. Parfois, on a des décisions qui sont prises mais qui sont non exercées. Comme je le soulignais, il y a très peu de place, on manque énormément de place dans le foyer, on manque de structures d'accueil, on manque d'assistants familiaux. C'est un métier qui, vieillit beaucoup. Il y a moins de candidats assistants familiaux aujourd'hui. Bref, Les assistants familiaux, ce sont les personnes qui reçoivent chez elles des enfants qui sont placés. Voilà, qui accueillent les enfants confiés de façon judiciaire ou administrative, mais voilà, qui accueillent l'enfant confié. Je préfère parler d'enfants confiés parce que je dis toujours on place de l'argent, mais pas des gosses, on les confie. C'est pas faux. Dans le cas de ce qui se passe en ce moment, prenons Liana, mais il y avait aussi l'autre petite fille. Où est-ce que ça, dans cette chaîne, selon toi, où est-ce que ça a péché? Alors, ça a péché beaucoup au niveau de ce que j'en comprends des différents parquets des départements concernés. Donc en fin de parcours. En fin de parcours. Mais en fait, ça pêche, et c'est là où, il faut qu'on ait une approche holistique, interdisciplinaire, parce que c'est pas juste non plus que d'aller regarder uniquement du côté judiciaire, pénal, parquetier, procureurs généraux. C'est aussi, si on regarde l'auteur présumé, il a un parcours de agression sexuelle sur mineur qui est quand même assez costaud. Donc moi j'ai envie de dire, en fait ça a péché dès le départ sur cet homme et même sur son milieu familial, puisque a priori il est dans un environnement où la violence sexuelle elle est possible. Donc en fait ça pêche au niveau prévention surtout. Alors ça veut dire quoi, que ça pêche au niveau prévention? Parce qu'on l'entend pas mal dans les manifs, et Darmanin démission, la loi intégrale et tout ça, et puis il y a toujours des petites voix en dessous, et je crois que t'en fais partie, qui disent oui, certes, c'est sûr, mais bien avant. Mais c'est quoi cette prévention? La prévention, elle touche à tout en fait. La prévention, ça touche l'éducation de nos enfants. On peut aussi éduquer, et c'est pas forcément que les professionnels, ce sont les parents, sont les grands-parents, les tontons, les tatas. Éduquer nos enfants au consentement, éduquer nos enfants aux messages qui leur permettent de se protéger. Et puis la prévention, c'est réparer. Quasiment 1 auteur sur 2 de violences sexuelles intrafamiliales a été lui-même victime de violences sexuelles. Donc ça veut dire que si on répare une victime, on n'en fait pas un auteur potentiel.
Est-ce que c'est vraiment réparable ? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, ça l'est, à la condition que ce soit pris tôt, en fait. Parce que parfois, un enfant, et je le rencontre beaucoup dans mes situations professionnelles, parfois un enfant va devenir auteur de violences sexuelles pour échapper à son statut de victime. Il n'a pas trop le choix. Il va le faire consciemment et inconsciemment, c'est un peu compliqué. Mais si on le répare, alors, il y a la thérapie bien sûr, mais il y a la réparation, c'est aussi le protéger. Si on le protège, si on l'éduque, si on lui transmet les bons messages, il y a des chances pour que ça ne se reproduise pas, qu'on soit pas dans des schémas qui se chronicisent, qui se répètent de génération en génération, parce qu'en réalité, l'affaire Liana, elle met aussi ça en avant, c'est-à-dire un système qui est totalement dysfonctionnel sur, comment dire, la valeur aussi qu'on accorde aux agressions sexuelles. Je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, on a laissé faire le touche-pipi. Oh, ils sont entre cousins-cousines, entre frères et sœurs. Non, c'est du toucher non consenti, donc ça fait partie de l'éducation. On apprend aux enfants à manger avec des couverts, il faut leur apprendre l'intimité. Voilà. Tu veux dire, là, tu rentres dans quelque chose d'un peu plus haut. C'est-à-dire, c'est culturel. On a un souci avec l'intime, on a un souci avec les violences sexuelles, on a un souci. Oui. Il faut attendre 2016 pour que l'inceste devienne une infraction sexuelle à part entière. C'est quand même assez étonnant. Ça ne veut pas dire que ça n'était pas condamné avant, mais c'était considéré comme un facteur aggravant. Voilà. Mais juste comme un facteur aggravant. La loi, c'est quand même important. C'est ce qui marque c'est la symbolique. Enfin, c'est l'interdit. Et puis l'inceste, c'est l'interdit structurant, universel, qui fait que on peut comment dire. On peut faire société. Enfin, c'est Lévi-Strauss qui disait l'interdiction de l'inceste, c'est ce qui nous fait passer de l'état nature à l'état de culture. C'est quand même pas rien. Sauf qu'en France, on a toujours eu une forte ambivalence, à la fois sur cet interdit qui était quand même affiché, énoncé, et en même temps une espèce de tolérance-indulgence à l'endroit des enfants et pendant plusieurs décennies. Et encore maintenant. Et encore maintenant. Plus une culture où c'est à la victime de prouver qu'elle l'est. Plus une culture où, de facto, en première intention, quand un enfant va dire tonton m'a touché les fesses, mon camarade m'a mis un doigt dans l'anus, il ment. Donc en fait, ça fait beaucoup de culture du silence. Voilà. Donc on a des gamins qui sont assujettis comme ça à des pactes du silence, à la culture du mensonge. Or c'est totalement faux en fait. C'est beaucoup de méconnaissance. Et ce que tu disais, c'est que les enfants ne mentent pas globalement. Enfin, il y a une petite part, mais pour arriver à dire ce que tu viens de dire, il faut l'avoir ou vécu ou vu. C'est ça. Oui. Un enfant peut pas inventer zizi dans les fesses. Soit il y a été exposé fortuitement, et c'est tout le problème de l'exposition aux écrans, aux scènes pornographiques, sexuelles, etc. Soit il a été contraint de visionner ces scènes-là, soit il l'a subi. Mais il peut pas inventer zizi dans la bouche, il peut pas mimer une fellation, il peut pas mimer un acte sexuel. Parce que pour un enfant, le sexe, en fait, c'est sale. Ça sert à faire pipi et caca, fin de l'histoire. Après qu'un enfant se frotte et découvre le frottement, c'est-à-dire la masturbation fortuitement et que ça fait plaisir, oui. Mais tout ce qui a trait à ce que j'évoquais comme exemple tout à l'heure, non, ça il peut pas l'inventer. Ça peut pas sortir de sa tête. Il a pas les facultés, la capacité intellectuelle, psychosexuelle d'imaginer ça. Il ne peut pas. Il a été forcément exposé. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est l'exposition fortuite par les écrans. Et pourtant, comme tu disais, on dit que c'est les enfants qui mentent plus facilement. C'est comme si on installait... Et donc, oui, ils finissent par croire qu'eux-mêmes, c'est pas possible. Oui, parce que souvent, quand un adulte... quand un enfant va dévoiler une agression sexuelle, quelle qu'elle soit, souvent la réaction que nous avons, et c'est normal, on va formuler les choses, c'est pas possible.
Alors nous les adultes, c'est pas possible. C'est attends, il faut que je digère ça. Il faut que ça me monte au cerveau parce que c'est inimaginable pour moi. Sauf qu'un enfant, un petit, pour lui, quand un adulte dit c'est pas possible ou c'est pas vrai. Vous voyez, quand on dit c'est pas vrai comme ça, lui, il va se dire je mens ou on me croit pas. Donc souvent, en fait, il va se rétracter, il va peut-être pas en reparler parce qu'il aura eu en son chemin un adulte qui fait comme il peut, qui accuse le coup, mais du coup, qui a peut-être pas forcément la bonne posture, la bonne parole à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne croit pas les enfants? C'est culturel, ça aussi? Oui, je pense qu'on a souvent attribué à l'enfant une faculté d'affabulation, souvent. Alors c'est vrai, il y en a qui affabulent, la fabulation au sens premier, c'est se raconter une fable, parce que parfois un enfant, pour supporter la réalité, il s'invente une fable qui lui permet de faire face à la réalité. Je vais vous donner un exemple très simple. Un enfant qui connaît pas son père, pour pas passer un peu comme le dernier en cours de récréation, il va dire moi mon papa je le vois jamais, parce que c'est un navigateur. Voilà, ça c'est l'affabulation. Voilà, oui, effectivement. Mais en matière de révélation d'agression sexuelle, en fait, c'est le pourcentage est totalement inverse. Je suis vraiment la première étonnée qu'on puisse imaginer à ce point que les enfants s'inventent des agressions sexuelles, quoi. Je vois pas trop non plus leur intérêt dans tout ça. Enfin, c'est très bizarre cette notion que nous avons, nous les adultes, d'imaginer qu'ils mentent. Et d'ailleurs, ça fait rebondir sur un sujet qui est... On parle beaucoup de libérer la parole de l'enfant, de faire ce qu'il faut pour l'entendre et tout ça. Et je sais que là-dessus, tu as un point de vue particulier sur comment on l'écoute. Est-ce qu'il peut parler facilement? Est-ce qu'il suffit de l'écouter pour qu'il parle? Et comment ça se joue, ça? Oui, c'est un sujet extrêmement délicat parce que pour ces enfants qui sont exposés aux violences sexuelles intrafamiliales ou dans leur environnement censé les protéger, censé les accueillir, censé les divertir, censé leur apprendre des choses. L'école, les centres de loisirs, les crèches, etc. Parler, ça peut être dangereux. Parfois, il est menacé, l'enfant. Si tu parles, je m'en prends à ta sœur. Si tu parles, je t'aimerai plus. Si tu parles, je t'offrirai pas de cadeau. Il est coincé. Donc, parler pour lui, ça peut être dangereux. Si tu parles, je vais aller en prison. Aucun enfant n'a envie que son père, sa mère n'aille en prison. Et puis parfois parler, ça veut dire partir. On parlait de placement. Souvent, les enfants le vivent comme quelque chose de l'ordre d'une injustice. C'est pas juste. Ils perdent leur maison, leur chambre. Ils vont dans un lieu qu'ils connaissent pas, dans du collectif parfois, en foyer. Il faut partager sa chambre. Bref, ils ont plus à perdre à parler qu'à gagner. C'est nous les adultes qui projetons le fait que c'est libérateur. Je ne remets pas en question cela. Mais le petit gamin de 4, 5, 6, 7, 8, pile plus tard, l'adolescent, il voit pas ça comme ça. Donc, il va falloir qu'on y aille doucettement. C'est souvent l'expression que j'emploie quand je forme mes professionnels à l'entretien avec l'enfant. Il va falloir y aller en pas de côté. Parce que plus on sera dans un rapport de force, plus on voudra absolument qu'il parle, plus on renforcera en fait le fait qu'il va se maintenir dans le silence. Donc c'est assez délicat. Alors comment tu leur as... C'est quoi la méthode pour faire parler un enfant? Et est-ce qu'on sait le faire aujourd'hui? C'est pas le faire parler, en fait. C'est réunir les conditions pour qu'il s'exprime, mais c'est essayer, je sais bien que ça peut paraître très contre-intuitif, et on peut, j'ai des outils qui médiatisent la relation, ce que j'appelle des outils un peu pas de côté ou mine de rien, qui lui permettent à lui, en toute confiance, de pouvoir s'exprimer librement, sans qu'il ait des attentes de l'adulte qu'il a en face de lui. Mais c'est un métier. Enfin, je veux dire... d'où la nécessité de la formation des professionnels et à tous les étages de la protection de l'enfance. C'est ça. Alors, juste là, comme ça, ce qui me paraît compliqué, c'est qu'à la fois, il y a une grosse urgence dans le problème, puisqu'il y a le gars, et en même temps, il faut y aller avec des pincettes. Oui. Et là, avec notre cher ministre qui dit qu'il va falloir analyser en 3 semaines 70 000 dossiers, est-ce que ça va pas mettre un coup d'urgence sur tout ça? Oui, mais... et un stress, du coup. Oui, dans les situations de crise, il faut convoquer la raison, pas l'irrationnel. C'est-à-dire que faut pas qu'on confonde urgence et précipitation. On arrive aujourd'hui dans une situation d'urgence parce que par définition,
on a raté le coche sur la culture de la prévention, la culture de la protection de l'enfant. Pas que au sens de mission, au sens de sont pas des sujets mineurs. Et pendant trop longtemps, ça a été considéré comme des sujets mineurs qui n'intéressaient personne. Par définition. Eh oui. Mineurs. Donc effectivement, exactement. Ce sont des sujets majeurs. Parce qu'il devient un sujet majeur à partir de quand, l'enfant ? Mais j'en sais rien. Quand il faut qu'on en arrive à des situations, mais c'est pas la première fois, hein, parce que hélas, des petites filles qui décèdent, on en a eu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, voilà. Donc hélas, il devient un sujet majeur quand il est confronté à quelque chose qui est déjà du trop tard, quoi. Et il devrait toujours être un sujet majeur. Une préoccupation, quelle qu'elle soit, c'est noble. Ça dit quelque chose sur ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est juste l'écouter à hauteur d'enfant, mais l'écouter réellement, en fait. Plus on agit tôt, plus on répare vite. Hein. Enfin, la prévention, c'est une action qui évite l'aggravation d'une difficulté. C'est aussi simple que ça, en fait, hein, parfois. Donc là, c'est un problème de moyens, puisqu'on n'a pas les moyens de se mettre à hauteur d'enfant, d'écouter les enfants, d'avoir les équipes qui vont bien. Ah, là, vous êtes aux fraises, non ? Ouais, là, tu prêches une convaincue. Pour faire bien les choses, parce que le sujet est délicat et en même temps, il y a une urgence à changer de cap. Voilà, il faut qu'on prenne un nouveau tournant. Il nous faut des gens pour le faire. Voilà. Et les professionnels que je rencontre, que je forme depuis plus de 25 ans ne sont pas assez nombreux. On manque de personnel dans les foyers, dans les structures, dans les PMI, protection maternelle et infantile, à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. On manque de professionnels de terrain. Ils ne sont pas assez reconnus, ils sont pas assez valorisés. On n'en parle jamais. Je ne crois pas que vous les ayez entendus ici ou là dans les médias une seule fois. Et pourtant, c'est eux qui ont en charge cette mission de protection de l'enfance. Donc, ça exige, c'est très bien, hein, la loi intégrale. Voilà, c'est une loi qui ouvre les possibles, qui est pas uniquement sur le punitif, le répressif, le pénal, mais qui touche à l'éducation, la formation professionnelle continue, le numérique, voilà, qui est transpartisane, qui est interministérielle, très bien. Mais derrière ça, il nous faut aussi des moyens humains, des moyens financiers. Enfin, à un moment, la volonté, ça suffit plus. Ce sont des métiers qui ont été extrêmement malmenés. Moi, je le trouve, je le vois quand même, et c'est aussi de ça dont il est question, parce que en fait, l'important c'est de rétablir un cercle vertueux. Plus les professionnels seront bien formés, bien capés, reconnus, plus ils seront aussi à même de faire face à ces situations-là. C'est bizarre, comme toutes les professions qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit dans les crèches, les conservatoires, les centres de loisirs, les éducateurs, les professeurs, tous ces métiers-là sont mal payés, mal considérés. Or, c'est ce qui fait que nos enfants grandissent. C'est une espèce de paradoxe complètement sidéral et sidérant. C'est-à-dire que les métiers, si je prends les métiers de la petite enfance, tu disais les crèches, les assistantes maternelles, sont des métiers qui sont très dénigrés. Très dénigrés. Oh faut pas être très intelligent pour s'occuper de gosses. Alors qu'on confie la prunelle de nos yeux à un personnel qu'on déconsidère. C'est complètement paradoxal. Donc moi je pense que j'aimerais bien que de tout cela, il en sorte aussi une révolution culturelle, mais moi je suis pas loin de dire quasiment anthropologique. C'est-à-dire en fait, quelle société on veut. Si on confie donc la prunelle de nos yeux à des gens qu'on déconsidère, c'est pas possible. Ça peut pas aller ensemble. Donc c'est une défragmentation de ce disque dur peut-être dont il est nécessaire qu'il est nécessaire de mettre en place. Pour moi, c'est un peu de ça dont il est question. C'est une révolution culturelle. Avec notre président qui a dit « Ne me parlez pas, dites pas que c'est une question de moyens ». Il a dit ça. Pour l'affaire qui est en cours, apparemment, c'est pas à moi d'en dire si oui ou non, mais
en tout cas, pour mon sujet, la protection de l'enfance, je trouve que on manque cruellement de moyens. Enfin, on manque même parfois de locaux. Enfin, je sais pas comment. Peut-être il faudrait qu'ils viennent dans certains foyers d'accueil d'urgence, de l'aide sociale à l'enfance, dans certaines PMI, au sein de certains services sociaux départementaux. Enfin, là, on manque cruellement de moyens, et des moyens, j'insiste, des moyens humains aussi. C'est pas possible de. S'ils avaient 10 dossiers à traiter, peut-être. On n'est pas sur des dizaines de dossiers, on est sur des centaines, plus le reste. Donc, si, moi je te confirme, ça manque de moyens. Quand on parlait ensemble des manifestations qui ont lieu actuellement tous les lundis, place Vendôme et ailleurs, tu disais que peut-être ce serait pas une mauvaise idée de séparer le dossier femme du dossier enfant. Oui. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on fusionne, on confusionne. Ça, c'est... Voilà. Et puis parce que il est peut-être temps que la protection de l'enfant soit un sujet à part entière. Voilà. À part entière. Qu'est-ce que ça y gagnerait que ça devienne un sujet à part entière, tu penses ? Un vrai sujet. Sujet. Et puis, la femme est une adulte aussi. Enfin, c'est pas un enfant. Donc, sont des combats là, à un moment qu'on des communs. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je parle au nom de ce que je connais, c'est-à-dire la protection de l'enfance, il est peut-être important qu'on le traite de façon singulière. Voilà. Oui, le point commun, et là je vais faire l'avocat du diable, étant le patriarcat, la domination des hommes dans cette violence. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a un pot commun, mais que peut-être ce pot commun diminue la puissance et des deux combats d'ailleurs, peut-être. Je suis totalement pour la convergence des luttes, etc. Je dis pas ça. Je dis juste que j'aimerais bien que ce soit un sujet à part entière. La protection de l'enfant, en fait, du statut de mineur, vraiment, au sens quasiment juridique. Est-ce que tu crois que cette confusion, elle vient du fait que dans les violences intrafamiliales, donc la majorité sont menées par des hommes, un mari violent est un père potentiellement violent aussi. Est-ce que tu penses que ça fait confusion et que on est obligé de regarder et les femmes, en tout cas, et la protection des femmes et la protection des enfants dans un ensemble? Oui, c'est une première étape, je te le confirme. Je te le confirme. Bien souvent, ce sont à la fois les femmes mères qui sont victimes et du coup, les enfants qui sont co-victimes par voie de conséquence. Donc, je comprends parfaitement et c'est très très bien que ces mouvements-là se rejoignent. Mais chaque révolution a des étapes qui lui sont propres. Et le fait que tous les lundis, il y ait des manifestations, c'est très bien. Au moins, je suis très contente, moi, en fait, que... pour une fois, ces sujets sortent en fait de des bureaux. Des bureaux et des huis clos, et qu'ils soient traités sur la place publique. Moi, je suis très contente. C'est juste que je voudrais aussi qu'on regarde l'enfant dans ce qu'il a de vulnérable au sens de son degré de dépendance aussi, avec ses responsables légaux, ses parents, les adultes qui s'occupent de lui. C'est de ça dont je parle. En fait, c'est pas, ça n'enlève aucun droit à personne, et c'est pas confiscatoire non plus. C'est juste que j'aimerais qu'on y ait une attention toute particulière pour l'enfant. Tu disais aussi, mais c'était pas une boutade, que il y avait moins de morts avec le terrorisme qu'avec la violence faite aux enfants, et pourtant il y avait beaucoup d'efforts mis dans l'un et moins dans l'autre. Mais oui, on l'entend aussi un peu partout. Alors c'est très compliqué. Il s'agit pas de se dire il y a des combats plus nobles que d'autres, mais la réalité elle est quand même là. Et donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que à l'instar des parquets antiterroristes, il faudrait qu'il y ait des parquets spécialisés. Oui, tout à fait. Dans les violences faites aux enfants. Oui. Je pense que ça pourrait être... oui, en tout cas, je vois ça comme un plus de la place que j'occupe, qui est la mienne. Je verrais ça comme un plus parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est accorder une singularité à ces infractions-là commises sur qui ? Je rappelle, sur des gamins qui sont dépendants aussi, parfois, de l'auteur qui commet ces violences. Il y a parfois des familles où les parents entretiennent avec les enfants
au quotidien, sans que ce soit du harcèlement ou des relations sexuelles, une espèce de tendresse ou des bisous, par exemple, ou des gestes qui sont maladroits et qu'on fait peut-être sans y penser, alors qu'ils sont graves. De quoi je parle, là? Oui, ça rejoint un peu ce que Stéphanie disait sur notre rapport à cette espèce de tolérance, indulgence, méconnaissance. En fait, c'est une espèce de fourre-tout de tout ça, où peut-être on peut entretenir, certains parents peut-être entretiennent, parfois sans le savoir eux-mêmes, hein, pas forcément dans l'intentionnalité de nuire. C'est ça que je suis en train de dire. Il s'agit pas de juger qui que ce soit, mais entretiennent des relations un peu où il y a de l'ambivalence. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple, embrasser son enfant sur la bouche et de façon un peu récurrente, voyez. Très vite, l'enfant sait que le bisou-bouche, c'est le bisou des amoureux. Bon. Donc, si, au sein même de son système familial, déjà, il y a une espèce d'ambivalence, d'ambiguïté à l'égard de gestes, de comportements, qui lui permettent pas en fait de clarifier les relations qu'il entretient et la distinction des relations qu'il entretient avec son papa, avec sa maman, avec ses frères et sœurs, avec un copain, avec une copine, c'est pas l'aider à avoir une boussole qui lui permet de se repérer dans ce qui est interdit, ce qui est permis, mon corps, dans son intimité aussi. Et je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait des repères très clairs sur ce que tu soulignais, c'est-à-dire la tendresse. La tendresse, elle peut être manifeste à travers d'autres gestes que des gestes qui appartiennent à un autre type de tendresse qui est la relation amoureuse. C'est important qu'un enfant ait une intimité. Sur la masturbation, par exemple. Oui. Qui a été interdite de mon époque. Ouais. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est un peu dans... il y a à peu près tout et n'importe quoi au sens de... Il n'y a pas de repère structurant, quoi. Voilà. Donc, un enfant, il faut qu'on lui apprenne que, bien sûr, il a le droit de se toucher, mais tranquille dans sa chambre, sans que ce soit à côté de mamie en regardant les feux de l'amour ou à côté de son petit frère qui est en train de faire dodo. Ça s'apprend. L'enfant, il a besoin qu'on lui apprenne, il a besoin de règles, c'est ce qui lui confère, de la sécurité aussi, psychique, affective, et il en a besoin. Oui, donc on voit bien dans ce que tu es en train de dire que la prévention, l'éducation, c'est quand même primordial. Ah quoi. Oui, c'est la base de tout. Moi, je pense que si on renforce ça, on divise par 2. Je pense, on divise par 2 le nombre d'infractions. Et comment on réagit quand on a un enfant qui fait le zizicoptère dans la classe? Le zizicoptère, on lui dit qu'il décollera pas de toute façon. Mais c'est pareil, voilà, le zizicoptère, ça fait partie de la découverte du corps, du développement psychosexuel de l'enfant. En revanche, on peut lui apprendre qu'il peut pas faire le zizicoptère à tout va, à tout craint. Devant la classe. Exactement. Mais en fait, c'est un équilibre à trouver entre pas tomber dans le tout criminel répressif, c'est un petit peu ça en ce moment et je le comprends, ni dans le psychopatho non plus. Il s'agit pas de pathologiser non plus des comportements qui sont normaux, je rassure tout le monde, qu'un enfant montre ses fesses. En plus, si ça fait rire la galerie, c'est plus parce que ça fait rire la galerie qui va montrer ses fesses ou qui fait le zizicoptère. Faut y aller doucettement, mais lui apprendre. En fait, on peut faire les 2 en même temps. C'est-à-dire avoir de la fermeté et en même temps beaucoup de tendresse et d'empathie à l'égard de l'enfant. C'est pour ça qu'aussi, faut qu'on apprenne à nos enfants la culture du consentement. Voilà. Et savoir dire non aussi. Tu trouves qu'on met pas assez l'accent sur la culture du consentement ? À hauteur d'enfants et d'adolescents, parce que il faudrait pas non plus créer un problème qui n'existe pas chez l'enfant. Quand je dis culture du consentement, c'est aussi tout son corollaire, c'est-à-dire apprendre aux enfants à dire non, apprendre aux enfants que c'est leur intimité, leur corps. Donc c'est à l'école, ça. Ouais. Ça peut être à l'école. Non, sauf si les parents sont ceux qui sont néfastes. Il faut bien qu'il y ait quelque part quelqu'un qui parle du consentement. Ouais. Je voyais dans ce podcast, par exemple, les enfants regarderont
en connaissance de cause. Je voyais entre autres, dans le projet de loi intégrale, le fait qu'on développe de plus en plus tout ce qui touche à la vie affective et sexuelle. Mais c'est déjà, le problème, c'est que c'est pas appliqué, en fait, parce que, vous voyez, là aussi, c'est considéré comme un sujet pas sérieux. Ben si, c'est un sujet sérieux, en fait, la vie affective et sexuelle. Alors, évidemment, si on doit le déployer pour des tout petits, il faut le faire à hauteur d'enfant. Il s'agit pas, encore une fois, de créer des problèmes qui n'existent pas. Mais c'est une affaire sérieuse, la vie affective et sexuelle, de nos ados aussi. Dans les personnalités médiatisées, il y a le juge Durand qui revient souvent, qui est à l'origine de la Ciivise. En tout cas, il a été le président. Qu'est-ce que tu retiens, toi, des propositions de la Ciivise? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des propositions qui sont déployées? Alors, la Ciivise, en 2 mots, tu nous rappelles ce que c'est? C'est la commission indépendante sur les violences sexuelles intrafamiliales. Et en effet, elle a publié plusieurs recommandations sur le recueil de la parole de l'enfant, sur en fait ce qu'on peut appeler des recommandations de bonnes pratiques professionnelles quand les enfants commencent à parler, les conditions de leur recueil. Et c'est surtout que ça a mis en lumière le nombre extrêmement important d'enfants, alors d'adultes qui ont été victimes quand ils étaient enfants de violences sexuelles. Ça a mis en lumière en fait que c'était pas du tout si anecdotique que ça, l'exposition des enfants aux violences sexuelles. C'est beaucoup plus répandu que ce qu'on avait pu imaginer. Oui, parce que je rappelle que en fait la naissance de la Ciivise, c'est un appel à témoignage sur effectivement les violences sexuelles. Et en moins de 2 mois, ils ont reçu 6200 témoignages. Donc c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Mais où en est-on maintenant depuis le travail de la Ciivise, puisque là en juin 2026, il y a le rapport qui est sorti avec les 82 préconisations. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe? Ah si, il y a eu des impacts. Déjà, et d'une, suite à ces premiers travaux, ça a permis à beaucoup d'enfants, d'adultes qui avaient été enfants, en fait, de parler, de porter plainte. C'est-à-dire que suite à tous ces témoignages, chacun s'est dit je suis peut-être pas tout seul non plus. Et donc c'est après les premiers travaux, les premiers rendus de la Ciivise que beaucoup d'enfants ont parlé. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis, il y a eu des recommandations qui ont été appliquées, notamment en lien avec la suspension ou le retrait d'autorité parentale quand un des 2 parents est condamné pour violence sexuelle sur un de ses enfants, et ou suspension quand il y a enquête, justement, dans le cas des révélations de violences sexuelles sur mineurs. Donc ça, c'est une grande avancée, ça. Oui. Et après, il y a d'autres recommandations qui sont reprises dans la loi intégrale. En tout cas, elle a permis de mettre en lumière que c'était pas du tout un sujet si restreint que ça, mais un phénomène quasiment plus que sociétal, en fait. Moi, je suis pas loin de dire civilisationnel. Parce que ça touche à beaucoup. En fait, il n'y a aucun endroit qui échappe à cette question autour de l'exposition d'enfants à des violences sexuelles. L'école, les centres de loisirs, la famille. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun endroit qui fait rempart contre ces violences. Ça a permis aussi, et surtout ça, j'ai envie de dire, et ça a eu des impacts après législatifs. Mais ça fait peur ce que tu dis, parce que en t'écoutant, j'ai l'impression qu'en fait l'enfant n'a pas de répit. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il nous faut avoir, en fait, comme dans tout système dysfonctionnel, il nous faut une réponse systémique. Donc en fait, il faut toucher à tous les étages de la fusée de l'enfant, d'une certaine manière, de son tout début, en passant par tout ce qu'il peut traverser comme institution, plus ou moins longtemps, plus ou moins de manière fortuite, rapide. Mais en fait, on s'aperçoit que aucun endroit n'échappe à ça. Personne n'est protégé de cela. Est-ce que les hommes peuvent faire quelque chose? L'autre jour, j'étais à la manifestation, nous y étions ensemble, et rapidement, ça a été compliqué parce que quelques manifestantes tout à fait bien, on dit « à bas le patriarcat ».
Alors, je suis un petit peu le représentant du patriarcat. Je sais bien, je comprends bien le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les hommes peuvent faire? Est-ce qu'on se débrouille, on vous aide? Je me suis fait aussi un peu bousculer parce que rien que poser la question, une femme en commentaire m'a dit on va pas aussi vous expliquer ce que vous devez faire. Peut-être vous pouvez peut-être vous prendre en main, non? C'est la charge mentale, ce qui est pas faux. Et ainsi de suite. Mais du coup, avec ce podcast et peut-être d'autres à venir, j'aimerais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Il faut qu'on fasse avec les hommes et il faut que les hommes soient là. La réalité, c'est vrai, c'est que dans ces manifestations, ça a l'air d'être un sujet où l'homme ne s'y retrouve pas. Alors ça, c'est un peu inquiétant parce qu'il a son rôle, il a sa place. Peut-être qu'il sait pas encore bien la sienne, mais c'est une étape. Toutes les révolutions se font de façon vive. Et donc, on peut pas schlinter, on peut pas... Schlinter, qu'est-ce que c'est? Schlinter. On peut pas... Ne schlintons pas. Parce que non, ne schlintons pas cette étape. On peut pas griller cette étape. Elle est nécessaire. L'étape un petit peu coercitive, un peu rentre-dedans, un peu rapport de force, un peu on règle nos comptes, un peu va falloir passer à la caisse parce que la domination est là. Donc bon, mais moi j'ose espérer, parce qu'il y a que dans le calme qu'on peut penser tranquillement et sereinement, j'ose espérer que c'est une étape et qu'après on arrivera à œuvrer ensemble dans la même direction. Moi je crois en la crise d'enthousiasme. Bon, donc peut-être qu'il faut que messieurs vous soyez un petit peu plus audibles, un peu plus présents, mais il y en a certains et des personnalités médiatiques. Patrick Bruel, Depardieu. Je pensais pas à ceux-là, mais je pensais à Bruno Solo, je crois, qui a dit des choses très justes quand il y a eu le procès Pénicaud. Voilà, enfin, peut-être qu'il faut... se mouiller davantage. Ouais, peut-être. Mais dans les professions que tu accompagnes, tu parlais, et d'ailleurs tu féminises beaucoup les fonctions, assistante maternelle, assistante sociale. Oui, mais ça dit quelque chose aussi du genre de cette population. Ce sont essentiellement des femmes. Mais oui, c'est très culturel, c'est très... Enfin, encore une fois, moi, je crois qu'il y a quelque chose d'anthropologique, comme si c'était une affaire de femmes que de s'occuper des enfants, que ce soit de leur éducation, de la garde de l'enfant ou de l'enseignement. C'est vrai qu'on va retrouver, même à l'hôpital, maternité, il y a quand même plus de sages-femmes que de maïeuticiens. Je crois, dans ma carrière, j'ai dû rencontrer, former, donc je forme les puéricultrices, les infirmières puéricultrices, donc celles qui exercent au sein des PMI, protection maternelle et infantile, et en plus de 25 ans, je crois que j'ai rencontré un homme, alors je dis un homme puère, ça fait un peu un homme grenouille, mais je crois que j'en ai vu un. Donc effectivement, ça dit quelque chose. Je pense que mais on est toujours au stade de la femme qui gère l'oikos, c'est-à-dire le foyer, et de l'homme qui part chasser, donc qui est à l'extérieur du foyer pour ramener la bouffe et ça a l'air d'être encore une affaire de femmes. Et c'est dommage. Alors on retrouve un petit peu plus d'équilibre dans les métiers d'éducateurs. Je vois bien qu'en structure, en foyer, j'ai effectivement peut-être plus d'éducateurs que d'éducatrices, ou alors un équilibre. Mais ça reste des métiers, effectivement, peut-être... Ouais, mais c'est le fait la poule, parce que si tu confies tes enfants à des hommes et qu'ils en profitent... ça va pas arranger notre sujet, cette affaire-là, du moins dans un premier temps. Et mon plus gros espoir, moi, c'est les gens que je forme et que je supervise partout sur la France. En fait, c'est peut-être cette nouvelle génération aussi. Moi, j'ai confiance en eux, parce que en 25 ans, j'ai quand même rencontré en grande majorité des gens extrêmement impliqués, convaincus et chouettes. Donc, je me dis que on peut s'en sortir comme ça. Merci Delphine Jarraud. Merci Cyril, merci Stéphanie. Merci Stéphanie Jarraud. Merci Cyril, merci Delphine. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, vous êtes sœurs jumelles. Et il me fallait une paire de jumelles pour voir mieux sur ce sujet. C'est pas mal. Non, c'est nul. Donc je compte sur vous pour relayer cette première crêpe, cette première conversation en connaissance de cause. Nous en aurons d'autres. Le but, c'est d'écouter. En tout cas, je crois que je t'ai pas trop interrompu. Non, du tout. Toi non plus. Ça va. Merci pour ton soutien et tes questions. Vraiment, tu déchires. Vous déchirez, vous deux. Parlez de ce programme, likez-le, envoyez-le aux autres.
Dites que c'est bien, envoyez-le à vos familles, montrez-le aux hommes. On peut être un homme et parler gentiment avec des femmes. Ça se passe correctement. Je vous dis pas qui sera ma prochaine invitée, mais ça va être du costaud. Et la troisième aussi. Il n'y aura pas que des femmes, mais l'idée, c'est de creuser pour vraiment comprendre avant de parler et agir en connaissance de cause. Merci.